John Jones qui demanderait 30 millions de dollars pour affronter Tom Aspinall, un point sur l'UFC 311, mais aussi toutes les actualités majeures de ce début d'année. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Arman Tsarukyan, 22-3 en carrière, qui ira défier le champion Islam Makhachev dans quelques semaines maintenant. Il est revenu sur leur premier combat, puisque c'est une revanche, je le rappelle. Leur premier combat était aussi le premier combat de Tsarukyan à l'UFC, combat qu'il avait accepté en 3 semaines de short notice. Islam Makhachev a dit, et j'en ai déjà parlé ici, que lui ne connaissait pas du tout Tsarukyan avant ce combat. À l'inverse, Arman, lui, explique qu'il connaissait très bien Islam, qu'il avait vu tous ses combats et qu'il avait donc pu l'étudier un peu. Il estime qu'à cette époque, ce qui lui avait manqué, c'est de se parer avec des gauchers, mais on peut comprendre qu'il a été pris de court en 3 semaines et qu'il a aussi trop gaspillé d'énergie à vouloir chercher le takedown. Forcément, dans la revanche, il estime que son expérience pourrait cette fois faire la différence. Il pense aussi être le seul à pouvoir battre le russe chez les poids légers, parce qu'il a une lutte qui peut rivaliser avec la sienne, et surtout parce qu'il est affamé. Et puis enfin, il termine en expliquant quelque chose. Alors là, chacun aura son avis là-dessus, hein. Il estime avoir moins de pression que Makhachev, parce que les Dagestanais et toute la team Khabib, ils n'ont que le MMA dans leur vie, c'est leur objectif principal, ils se mettent donc une très grosse pression, pardon, alors que pour lui c'est du fun, il a plein de choses autour, et le MMA n'est qu'une passion. Alors là, je sais que certains pourraient me dire, bah oui, mais ça peut le desservir, parce que Makhachev est peut-être plus concentré sur sa carrière que lui. Ça, c'est une question de point de vue, et de toute façon, on aura très rapidement la réponse. Et sur cette même carte, on a Oumar Nurmagomedov, un autre Dagestanais, 18-0 en carrière, qui lui aussi va aller défier le champion, Merab Dvalishvili, 18-4 de son côté. Alors vous le savez, hein, ce combat a fait beaucoup parler. Merab Dvalishvili a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il voulait prendre plus de temps, etc. Oumar Nurmagomedov, dans un premier temps, a beaucoup poussé pour combattre avant le Ramadan, au mois de janvier donc, et quelques semaines seulement avant que le combat soit annoncé, il avait déclaré qu'il était blessé au bras, qu'il ne pourrait donc pas combattre au mois de janvier, et puis finalement, une semaine, 10 jours après, on apprend le contraire, il est donc revenu là-dessus, il s'est blessé à l'entraînement en mettant un coup de poing, il a donc été voir les médecins qui lui ont fait passer une radio, on lui a dit que son bras était cassé, qu'il allait falloir prendre du repos, lui a continué au moins à courir pour préserver son cardio, pour rester en forme, on va dire. Au bout des 20 jours, il est retourné voir les médecins. On lui a dit que tout s'était très bien soigné. Lui a repris l'entraînement, un peu de lutte, un peu de sparring. Il a senti qu'il était très bien, qu'il avait de très bonnes sensations. Il a contacté son manager, Ali Abdelaziz, et il en a parlé à son équipe et aussi en leur disant qu'il voulait combattre au mois de janvier, qu'il était prêt pour ça. Son équipe n'était vraiment pas pour, ils lui ont dit bah non, on a déjà refusé, l'UFC a proposé, on a dit non. Et finalement, l'UFC est revenu vers eux, hein, le hasard fait bien les choses, et cette fois-ci, tout le monde a accepté. Vous savez que Merab Dvalishvili dit beaucoup que la team Nurmagomedov lui manque de respect. Oumar a tenu à démentir ça et dit non, je lui manque pas de respect. Tout ce que je dis, c'est qu'il cherche à m'éviter, mais je ne l'attaque pas lui personnellement. Je n'attaque pas son pays. Je ne dis pas non plus qu'il a peur de moi, mais je pense qu'il veut prendre un combat plus facile, un match-up qui lui correspond plus. Et puis concernant lui, Oumar Nurmagomedov, il pense que le combattant le plus compliqué pour lui dans la catégorie, c'était Cory Sandhagen. Et je rappelle que son dernier combat en date, c'était contre l'Américain et qu'il l'a battu. C'est vrai que le combat a été très serré. Sandhagen a fait un très beau travail en lutte et au sol. Et Oumar a été chercher ce combat debout. Donc félicitations à lui. Et Merab Dvalishvili contre Oumar Nurmagomedov, ça va être sur la carte de l'UFC 311 aussi. D'ailleurs, un Merab Dvalishvili a déclaré une fois de plus que Oumar Nurmagomedov ne méritait pas autant que les autres, qu'il a eu une voie facile jusqu'au titre. Alors on le sait, lui, Merab a dû faire énormément de combats. Nurmagomedov, ça a été moins le cas. Par contre, il avoue que les fans voulaient vraiment voir ce combat et que donc quelque part, il a quand même une petite logique de respecter. Merab, c'est le partenaire d'entraînement et ami d'Aljamain Sterling, ancien champion de la catégorie. Forcément, les deux ont échangé. Sterling pense que Merab revient trop tôt. Sterling l'avait appris à ses dépens il y a quelques mois, hein, quand il a affronté Sean O'Malley, je le rappelle. Sterling était champion, il voulait prendre un peu de temps pour lui. L'UFC a énormément insisté pour qu'il affronte O'Malley.
Résultat des courses, il s'était fait mettre KO. J'espère que ce ne sera pas la même malédiction pour Merab. Et puis il a répété ce qu'il avait déjà dit, hein, le Géorgien. Lui, à la base, il était prêt à affronter Petroyan au mois de mars, parce qu'il voulait revenir seulement au mois de mars. Il voulait se prendre un bon 6 mois de repos. Il a remporté la ceinture à l'événement de la Sphère au mois de septembre, je le rappelle. Donc son plan, moi j'y crois pas trop, mais c'est ce qu'il n'arrête pas de déclarer, c'était de prendre Petroyan au mois de mars, Sean O'Malley en avril et Umar Nurmagomedov au mois de mai. Ça aurait été du jamais vu, mais il ne cesse de le répéter. Et puis concernant son combat contre Nurmagomedov, il s'attend forcément à un combat très difficile. Moi je l'enterre pas, Merab Dvalishvili. Je vous ai dit il y a quelques temps, j'ai l'impression qu'il prend les choses trop personnellement. À la conférence de presse, on l'a vu, il avait l'air énormément agacé. Mais c'était déjà le cas contre Sean O'Malley, même dans la cage, hein, je vous le rappelle, il avait pesté contre le coin d'O'Malley, l'arbitre était intervenu, et finalement ça ne l'avait pas fait sortir de son combat, donc c'est peut-être sa personnalité qui est comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas ça va être un bien beau combat chez les poids coqs. On sort de cette UFC 311 maintenant et on change de catégorie avec l'ancien champion des poids moyens, Israel Adesanya, 24-4 en carrière. Il va affronter Nassourdine Imavov en main event de l'UFC Arabie Saoudite au mois de février. Il a expliqué être très motivé par le français, mais que ce n'est pas vraiment l'adversaire qui le motive, c'est pas vraiment l'adversaire qui lui fait peur. Lui, ce qu'il veut, c'est se dépasser, c'est se prouver à lui-même qu'il est capable de revenir au top niveau. Par contre, il concède que Imavov est un combattant très complet et qu'il représente un gros danger. Il aimerait à ce stade de sa carrière, combattre tous les 4 mois, ce qui est quand même très actif. Déjà en tant que champion, il était énormément actif. Il semble vouloir continuer sur cette voie-là. Et on lui a demandé, est-ce que ça te fait pas un peu mal de ne pas être sur un pay-per-view, toi qui ne combats que sur des pay-per-view depuis des années? Il répond que de toute façon, pay-per-view ou pas pay-per-view, il est payé et c'est ce qui compte. Et il dit aussi avoir beaucoup appris de ses 2 derniers combats, donc contre Dricus du Plessis et Sean Strickland. 2 défaites, hein, je le rappelle, Strickland lui a volé sa ceinture. Il a essayé de la récupérer contre Dricus du Plessis. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, il s'est fait terminer dans ce combat-là. Il pense avoir pris les combats un peu trop personnellement, il l'avoue à demi-mot. Aura-t-il appris de cette expérience? Je le pense, et de toute façon, avec Nassourdine Imavov, je pense pas qu'il y aura réellement de trash talk, donc je pense que c'est quelque chose qu'il peut sortir de sa tête. Des nouvelles de Terence McKinney maintenant, on est chez les poids légers. McKinney, c'est 15-7 en carrière. On ne l'a pas vu depuis le mois de mai, il avait pris un KO en 37 secondes, malheureusement pour lui. Il va revenir au mois de février contre Damir Hadzovic. Il pense que c'est un très bon match-up et qu'il faudra se méfier des genoux de son adversaire. Il l'a étudié et j'ai envie de dire heureusement pour lui. Je rappelle que Terence McKinney, quand il est arrivé à l'UFC, on a eu de gros espoirs. Il avait débuté avec 2 très belles performances, 2 finishes, un contre Matt Frevola et un malheureusement contre notre Français Faresiam. Je dirais que depuis McKinney enchaîne victoire-défaite, parfois 2 victoires de suite, puis 2 défaites de suite. Il a une carrière en dents de scie, alors que si on fait un parallèle avec le français Faresiam, finalement j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mieux vaut être dans les bottes de Faresiam que de Terence McKinney, mais c'est un sport où tout peut changer très vite, bien sûr. Lui, en tout cas, il a changé d'équipe, il a quitté le Texas pour la Floride, et il explique que ça lui permet d'être beaucoup plus concentré sur ses entraînements au quotidien, et pas juste pendant les camps d'entraînement. Il a beaucoup coupé les réseaux sociaux, et on comprend un peu qu'il a mis de côté certaines relations. Alors il est parti en Floride avec toute sa famille, hein. C'est pas seulement lui qui s'est délocalisé, non, non, il vit en Floride maintenant, et il dit s'entraîner beaucoup plus sérieusement au quotidien. Et en 2025, il aimerait combattre 3 fois et être prêt à rentrer dans le top 15 en fin d'année. Je pense que c'est réalisable, hein. S'il avait dit oui, je vais être dans le top 5 à la fin de l'année, là ça n'aurait eu aucun sens. Maintenant, rentrer dans le top 15, je pense que c'est quelque chose de possible. Bien sûr, il faudra gagner les combats que l'UFC va lui proposer. Et on retourne chez les poids coqs maintenant avec Sean O'Malley qui espère revenir mi-2025. Alors moi, je pense forcément à l'International Fight Week qui en général a lieu au mois de juillet, tout début juillet. Et forcément, il veut tout de suite un combat pour le titre, peu importe qui sera champion à ce moment-là. Je ne sais pas si l'UFC va répondre par la positive. La grosse nouvelle du jour, en tout cas d'après moi, c'est John Jones qui demanderait 30 millions de dollars à l'UFC pour affronter Tom Aspinall. Et d'un côté, je peux le comprendre parce qu'il a fait une autre déclaration il y a quelques jours où il explique qu'en ce moment, l'argent tombe du ciel, hein, on peut le traduire comme ça, et qu'il est très reconnaissant pour ça. Il dit tout ce que je fais, c'est pas pour moins de 100 000 dollars. On me demande d'aller passer 1 heure et demie en boîte de nuit à prendre des photos, 100 000 dollars. On me demande de signer des autographes, 100 000 dollars. Il fait aussi ses débuts au cinéma, en tout cas dans un rôle qui est assez médiatique, hein, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc forcément, on peut comprendre, hein, en ce moment, l'argent tombe à flot. Il n'a pas forcément envie d'aller combattre pour des clopinettes. 30 millions de dollars, ce serait vraiment énorme à l'UFC sur un combat.
Maintenant, c'est John Jones. Dana White a dit qu'il voulait vraiment faire ce combat. Il a peut-être perdu des points dans la négociation, ce qui permet à John Jones de demander énormément. J'ai rien vu d'officiel, mais vraiment tout le monde en parle, hein, les gros journalistes du MMA, etc. Donc, affaire à suivre. Des nouvelles maintenant d'un vétéran de chez vétéran, la famille Gracie, pardon, Rickson Gracie. Je savais pas, mais lui, il a la maladie de Parkinson, hein, donc c'est les tremblements, etc. Sûrement lié au coup qu'il a pris dans sa carrière, on peut pas mettre ça de côté. Et il explique que tout ça, bien sûr, il est malade, bien sûr, ça lui fait mal, mais du coup, il en a profité pour ouvrir son esprit. Il est beaucoup plus sur le côté mental maintenant, et d'après lui, c'est la prolongation logique des arts martiaux, hein. Quand tu as mis ton corps à l'épreuve, ensuite, c'est le moment de mettre à l'épreuve ton esprit. Je peux comprendre. Maintenant, voilà, la maladie de Parkinson, hein, on le sait, c'est une maladie très lourde. Espérons qu'il s'en sorte pour le mieux. On sort un petit peu du MMA, mais vous allez voir, l'ancien champion des poids légers, Eddie Alvarez, qui combat maintenant au Bare Knuckle, va combattre le 25 janvier prochain. Donc Bare Knuckle, boxe anglaise à main nue. Il avait déjà combattu, on sait, il avait affronté Mike Perry, etc. Je l'avais un peu oublié, et il est toujours dans le circuit. Je pense qu'il continue à prendre de l'argent, et c'est tant mieux pour lui. Une autre ancienne pensionnaire de l'UFC, Paige Van Zandt, elle a signé avec le GFL, hein, vous le savez, cette nouvelle ligue de combat. Il va y avoir une saison, etc. J'en ai parlé, hein, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui a eu lieu avant les vacances de Noël. N'hésitez pas à aller voir, elle explique qu'en ce moment, tous les gens qui ont un nom dans le monde du MMA et qui sont libres, le GFL se jette dessus, ça a été le cas pour elle. Elle estime ne jamais vraiment avoir quitté le MMA. Alors le MMA, je sais pas, on l'a beaucoup vu en boxe, on l'a beaucoup vu en bare knuckle, on l'a aussi vu mettre des claques au power slap. Maintenant, je pense qu'elle a continué à s'entraîner, elle a l'air d'être toujours en forme. Elle, on le sait, elle va là où il y a de la médiatisation, elle va là où il y a de l'argent, là où elle peut gagner des nouveaux fans pour son OnlyFans justement, j'en ai déjà parlé ici, elle avait détaillé tout ça. Donc écoutez, Paige Van Zandt au GFL, qu'est-ce que ça va donner sportivement, je ne sais pas du tout. Et toujours le GFL qui a signé l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, la légende, hein, Ken Velasquez. Alors il ne sera pas combattant, il sera team manager, ils appellent ça, donc une sorte de chef d'équipe, hein. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, surtout que Ken Velasquez, il a encore un procès qui est en cours, je le rappelle, il y a quelques années, il a tiré sur un homme qui, semblerait-il, avait touché un de ses enfants. Il a tiré dessus par vengeance, il a passé 8 mois en prison, il a payé sa caution, donc maintenant il est libre, mais il doit toujours être jugé. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. S'il faut qu'il retourne en prison, ça la fout mal pour le GFL. Maintenant, il a déjà nommé son coach, vous savez, Javier Mendes, hein, qui est aussi coach de la team Khabib, puisque lui, c'est un pensionnaire de l'American Kickboxing Academy, Ken Velasquez. Son coach, donc, sera aussi le coach de l'équipe. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, je pense que c'est un gros coup de pub, encore une fois, pour le GFL. Toujours chez les vétérans, Donald Cerrone, une sorte de roi sans couronne, un recordman, hein. Tous ceux qui connaissent pas Donald Cerrone, je vous invite à aller voir ses combats, avait pris sa retraite il y a quelques années, peut-être 2 ans maintenant. Il avait fait savoir il y a quelques mois qu'il voulait revenir dans la Big League, et bah là il vient de re-rentrer dans le testing pool. Comment je pourrais dire ça? Il est rentré en contact avec la société antidopage, il va commencer les tests. Alors je pense qu'il doit être clean pendant 6 mois, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré, et qu'il aimerait être de retour au mois de juin ou au mois de juillet. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a fait une belle cure de stéroïdes, je pense. Il avait un physique de dingue. Il avait déclaré d'ailleurs il y a quelques mois qu'il avait l'impression de nouveau avoir 20 ans, qu'il se sentait en pleine forme. Il y a des combattants qui grincent des dents parce qu'ils le disent. Ok, Donald Cerrone, il s'est retiré pendant un petit moment, il a pris ses stéroïdes, mais les effets des stéroïdes, il va les avoir pendant longtemps. Donc même s'il est clean pendant 6 mois, il prend un avantage par rapport à nous. Michael Bisping a énormément parlé de ça tout au long de sa carrière. Dana White avait fait savoir qu'il n'était pas pour le retour de toute cette génération. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais s'il est encore en contrat, à part si l'UFC décide de se séparer de lui, il devrait revenir dans la Big League. Moi, s'il revient pour prendre un vétéran comme lui, pourquoi pas? Si on lui met un jeune loup en face, franchement, j'ai énormément peur pour lui. On sait que son menton n'était plus vraiment là à la fin. J'ai pas envie de le voir se faire détruire maintenant. L'arbitre Mike Beltran, vous le savez, cet arbitre avec cette longue barbe, hein, vous le voyez, vient d'avoir sa ceinture noire de JJB. J'en parle souvent des arbitres. C'est pas seulement des officiels qui viennent arbitrer, voilà, c'est souvent des pratiquants, c'est souvent des passionnés. Et bah lui, il a eu sa ceinture noire. Et je pense que si tu dois être spécialiste dans un sport quand tu arbitres le MMA, c'est bien le sol. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre si le mec est en train de se faire étrangler, s'il s'est endormi, etc. À choisir, je pense qu'il vaut mieux être spécialiste du sol que du pied-point. Le top, forcément, c'est de pratiquer le MMA. Et puis la dernière actualité avant de passer à la minute auditeur, c'est Robert Whittaker qui serait prêt à monter d'une catégorie, donc à se retrouver chez les lourds légers en moins de 93. Lui, c'est l'ancien champion des moins de 84, je le rappelle. Avant ça, il combattait en poids welter, mais il dit que maintenant, c'est pas possible. 78 kilos, il peut plus les faire. C'est impossible pour lui, mais pourquoi pas tenter sa chance en poids lourd léger?
c'est vrai qu'au stade où il en est, il échoue toujours à une marche de revoir sa chance à la ceinture. Peut-être qu'il veut donner un nouveau souffle à sa carrière. Peut-être aussi qu'il y a des beaux combats pour lui à aller chercher là-haut, je sais pas. La catégorie des moyens, il y a énormément de noms qui font rêver actuellement. La catégorie des lourds légers, un peu moins, même si on a la nouvelle garde qui commence à arriver. Donc la suite au prochain épisode pour Robert Whittaker. Tout de suite, avant de passer à la minute auditeur, hein, vous le savez, c'est la tradition. Je vous souhaite à tous quand même une bonne année, mes meilleurs vœux. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et je commence tout de suite avec Akaisuna9746 qui me dit, juste pour l'info, au GFL, ils ont rajouté des kilos aux catégories dans l'espoir de réduire les cuttings dangereux, à voir si ça fonctionne. Je vous renvoie au dernier épisode, hein. Les poids légers au GFL, en fait, ce sera un peu l'équivalent des welter à l'UFC, etc. Il y a une catégorie d'écart. En gros, je me trompe peut-être, mais c'est ça l'idée. Et on a Carlito qui ajoute, malheureusement, je pense pas que ça changera le problème de cutting. Un middleweight naturel ira juste combattre en welter. Hormis une pesée 1 heure avant le combat, je vois pas comment ils peuvent régler ce problème de cut. Et puis on continue la discussion ensuite. Tu me dis, je suis même pas sûr que les promotions cherchent à régler le problème. Si tu rates le poids 1 heure avant le combat, le fight est juste annulé. Si tu le rates 36 heures avant, la promotion peut trouver une solution de repli. Ça reste du business. T'as pas tort là-dessus. Christopher Johnson qui me dit le One, donc le One, l'organisation de MMA, de kickboxing, de grappling, un peu tout, hein, est devant l'UFC en matière d'audimat car il touche tout le public asiatique et l'Europe de l'Est. Le One Friday Night, c'est le bordel, j'aime trop. On connaît pas un combattant, mais ils ont que des palmarès de dingue. Et rien que ça envoie du chaos. Et rien que ça envoie du chaos. Et puis ils ont quand même Rotang, Super Leg, Super Band, Taiwan Chan, Jonathan Agardi en pied-point. Il n'y a pas mieux, moi je suis d'accord avec toi, j'adore le pied-point. D'ailleurs, j'en profite. À Noël, j'ai eu le livre de Jérôme Le Banner, son autobiographie. À partir de la prochaine émission, dans toutes mes émissions, il y aura un petit moment Jérôme Le Banner. Je vous parlerai de son livre. Bien sûr, c'est sa version à lui. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord. Il parle de ses combats, de ses ressentis, de son expérience au Japon surtout, mais aussi aux États-Unis, quand il a eu une petite carrière de boxe anglaise. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dès la prochaine émission. Il y aura peut-être 5-6 émissions où je vous glisserai quelques mots de Jérôme Le Banner. UFC Analyse et Prono, Islam a vraiment l'air confiant, c'est vrai. Il a déjà battu Arman, même s'ils ont évolué. Les prestations de Tsarukyan face à Gamrot et Oliveira ont donné confiance aux Dagestanais. Je suis assez d'accord avec toi. Pourtant, je suis sûr que le combat sera totalement différent du premier, avec sûrement plus de striking cette fois-ci. Bah déjà, Arman l'a déjà annoncé. Et en 5 rounds en plus. Je suis vraiment impatient de voir cette rencontre. Si Islam gagne, il aura pratiquement nettoyé la division. Et surtout, moi je pense, si Islam Makhachev gagne, ça va faire perdre énormément d'intérêt à la catégorie. Personnellement, c'est ce que je pense. Si Tsarukyan gagne, on peut avoir des nouveaux match-ups, des nouvelles, voilà, un peu des nouvelles narratives qui viennent se greffer. Si c'est Makhachev, il aura battu tout le monde, même contre Oliveira. Oliveira peut peut-être le faire, mais je suis même pas sûr d'avoir envie de voir ce combat. Pour la catégorie, mieux vaut peut-être que Tsarukyan gagne, même si avoir un Makhachev qui règne pendant longtemps, en réalité, ça peut faire aussi une belle histoire. It's Purizer qui me dit, pour ce qui est du GFL, il devait y avoir une équipe française, mais comme tous les combattants français sont sous contrat, ils ont enlevé la France. Il parle de 9 combats de janvier à juillet et ensuite 2 playoffs en août. Alors moi, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que ça commencerait au mois d'avril. Alors peut-être que l'année prochaine, 2026, là, il y aura une saison vraiment de janvier à juillet, comme tu dis, mais cette année, pour l'instant, ce qu'on entend, c'est que ça débutera au mois d'avril. À voir, tu me dis. Après, voir Gustafsson combattre me ferait kiffer, mais des mecs comme Vanderlei Silva, c'est chaud, je suis entièrement d'accord avec toi. Le mec est cramé et sous jus survitaminé. Je comprends pas Topuria, tu défends 2 fois ton titre et tu montes de KT. Bref, nouveau style de champion. Par contre, le fight qui me hype le plus, c'est Easy contre Nassour. Ça va être un fight de dingo. BSD, Paddy Pimblett, c'est un fake. Oui, d'ailleurs, on entend beaucoup parler de Chandler contre Pimblett. On a vu des affiches. Moi, j'ai rien vu d'officiel. J'ai été voir sur les réseaux sociaux de l'UFC, de Chandler, de Pimblett. Je crois que ce n'est pas officiel du tout, mais il y a eu un gros coup de promo pendant les fêtes de fin d'année là. Je pense que ça vient de Chandler, hein, qui a dit qu'il voulait affronter Pimblett, qui savait pas si c'était son prochain combat ou encore le suivant, mais qu'en tout cas, c'est un combat qu'il voudrait dans sa carrière. Je ne sais pas du tout. Tu me dis 6 mois après s'être fait défigurer, c'est un poil trop tôt pour Benoît. Et tu as raison pour Shimaev, mais quid de ne pas défendre sa ceinture au State, peut-être rédhibitoire pour l'UFC. Ouais, je disais que Shimaev, attention à l'inactivité, ça pourrait un jour lui coûter sa carrière. Et on sait aussi qu'il a des problèmes pour combattre aux États-Unis, donc beaucoup d'entre vous me disent, mais s'il devient champion et qu'il peut pas combattre aux États-Unis, peut-être que pour le business de l'UFC, c'est pas bon. Moi, perso, je pense qu'une carte à Abu Dhabi, peut-être de l'année, pourquoi pas en Australie, pourquoi pas je ne sais où. Moi, je pense que c'est jouable. S'il défend 2 fois l'année, ils pourront le faire combattre. Maintenant, peut-être que c'est moi qui me trompe aussi.
Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, épisode de reprise, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite. Passez une bonne soirée, salut!